Bonjour à tous, je suis content de faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui est assez inexplicable pour moi. C'est un phénomène qui me traverse l'esprit et qui me dit que je suis peut-être le seul à le vivre, mais je vais en parler parce que ça me tient à cœur. Je ne sais pas si ça va être compréhensible ce que je vais dire, mais je vais parler de Lévi. Non pas comme des vies antérieures ou des vies futures dont j'avais parlé dans d'autres vidéos, mais bien dans cette vie-ci, avoir l'expérience de plusieurs vies fragmentées dans ma conscience. C'est-à-dire qu'en tant que personne traumatisée, je peux le dire ainsi, je ne vais pas digérer la somme de toutes mes expériences comme une intégration complète de mon identité. Par conséquent, je vais me créer que ça soit une réalité parallèle, un monde qui va être construit selon moi par mes propres notions de ce qui est bien, de ce qui est mal, puisque j'ai pas ces notions-là qui sont acquises dans la matière. Je vais les installer comme une sorte de programmation ancrée dans mon cerveau et qui va faire que je vais apprécier vivre dans une réalité parallèle et je vais continuer, entre guillemets, à vivre ma vie normale comme si de rien n'était. Et pour moi, Lévi, c'est vraiment une dissolution de la conscience, une dislocation du moi qui va engendrer des expériences assez contraires. Et je pourrais même parler d'émotions refoulées. C'est-à-dire que ces émotions refoulées, dans le modèle, par exemple, de Carl Jung avec le subconscient, ou encore Freud, le psychanalyste qui va étudier l'inconscient, ces domaines-là, selon moi, vont être tellement dissociés les uns des autres que ces réalités seront à la fois objectives et subjectives. Donc dans ma peau d'humain, je vais avoir le physique de qui je suis, mais dans ma réalité mentale, la somme de toutes mes causes, de toutes mes expériences va être radicalement différente, voire opposée. Et c'est pour ça que bon nombre de personnes vont me dire que je suis quelqu'un de froid extérieurement, d'inaccessible, voire un peu d'égoïste, d'égocentrique. J'ai d'ailleurs eu les frais de pervers narcissiques. Bon, si ça ne tenait qu'à eux, si je parais ainsi, ce n'est pas grave. Encore une fois, j'ai pas de jugement. Mais pour moi, c'est exactement tout le contraire. En tout cas, je me considère comme quelqu'un de sensible, de très vulnérable. Et je pense que cette vulnérabilité a fait que je me suis protégé et que j'ai comme instauré une bulle entre moi et les autres. Et l'expérience que je pourrais décrire parfaitement, c'est cet instant où je me sens dissocié, je me sens très, très en retrait, comme si mon corps était, présent, mais mon esprit, lui, était vraiment dans des dimensions, des plans subtils. Et pour une personne qui est yin, la propension à la désincarnation, elle est dite naturelle, dite innée. Par exemple, dans l'expérience de la matière avant de naître, quand on est un bébé dans le ventre de sa mère, les bébés qui vont être yin, avec une énergie dite féminine, plutôt passive, ça va être des bébés qui vont pas trop faire de bruit et qui vont arriver après la date de naissance prévue. Alors que les personnes extraverties, elles ont vraiment cet attrait, cette joie pour l'expérimentation de la matière. Et ces personnes, elles vont naître avant ou pendant l'accouchement. Et vous voyez bien la différence. Donc en tout cas, notre façon d'appréhender le monde, elle est un peu plus intériorisée pour les introvertis que pour les extravertis. Et c'est pour ça qu'on peut parler de lévi, contrairement à la vie d'une personne dans la matière, c'est que nous, on va avoir accès à cette vie-là physique, mais aussi à notre vie mentale, l'élaboration des pensées et notre vie spirituelle. Donc dans d'autres plans, que notre inconscient va jouer et va avoir, je dirais, une continuité d'existence. Nous, en tant qu'humains, on n'a pas forcément la somme de ces expériences puisque, par définition, on est quand même ici, donc on a incarné, mais on a aussi ce code qui va, un peu rentrer en collision comme un ennemi qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes et qui va faire qu'on est fasciné par les étoiles, par la beauté de l'univers, par les extraterrestres pour certains. En tout cas, moi j'ai toujours été fasciné par ces espèces qui ne dépendaient pas du tout des valeurs matérielles et qui n'avaient rien à voir avec ce que c'était l'humain. En tout cas, j'en ai même à mépriser qui j'étais, non pas dans mon essence, mais dans mon corps d'humain, avec des yeux, des oreilles, une bouche, des particularités différentes, la différenciation de genre aussi, ça je l'ai difficilement compris, le fait qu'il y avait des hommes et des femmes. OK, ça m'est venu naturellement, mais j'ai l'impression que tout fonctionne par rapport à mon inconscient et lorsque je le conscientise, je me dis: «Waouh, mais c'est extraordinaire la chance que j'ai de vivre dans un monde où je peux être réel, je peux être complexe,
je peux me toucher, je peux, faire des expériences aussi, bouleversantes que joyeuses et donc toute cette dualité va faire que ça va être insupportable au bout d'un moment et je pense que les personnes introverties, leur propension à s'échapper de la réalité, elle va être causée par, la surstimulation sensorielle, et aussi le besoin irrépressible de devenir une âme. Et quand je dis devenir une âme, je fais référence vraiment avant la naissance, avant l'incarnation. Une personne introvertie, elle a déjà ses mémoires d'avant, naissance, si je peux appeler en tout cas si je peux appeler ça comme ça. Ça n'a rien à voir avec, encore une fois, les idées noires ou les idées suicidaires, hein. Là, c'est autre chose. Je parle vraiment d'un déni de vie et d'une réalité qui est un peu plus ensevelie que ça. Donc les vies vont être fragmentées et pour donner un exemple concret par rapport à ma situation, j'ai remarqué que mes plusieurs vies étaient tournées autour de l'aspect émotionnel. L'émotionnel, c'est quelque chose qui est difficilement gérable pour une personne yin parce que on supporte et au bout d'un moment, ça lâche. Et quand on est une personne assez contrôlante comme moi, par exemple, qui a difficilement peur de lâcher, et je sais que ma plus grande peur, en tout cas, c'est vraiment de faire confiance à l'univers, au destin, à mes guides même, si je peux appeler ça comme ça, mes anges gardiens. Mais pour autant, ce qui me hante aussi, c'est que j'ai quand même cet attrait pour la spiritualité, le fait, d'avoir confiance. Donc j'ai cette dualité qui fait que je suis obligée de me créer une seconde, entre guillemets, «conscience», une seconde vie parallèle où j'aurais pas forcément le choix de le faire, puisque quelqu'un d'autre le fera à ma place. Et ça n'a rien à voir non plus avec, le faux self qui est un mécanisme de protection un peu plus suradapté. Mais les vies, je vais vraiment faire référence. Oui, même je pourrais même dire un faux self qui va avoir vraiment ses propriétés idéalistes, échappatoires, échapper à ce que nous sommes. Ça peut être aussi, l'entité chef du faux self, hein, qui va être régi par l'enfant intérieur et l'enfant intérieur, lui, il fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est de l'ordre du rêve, de l'imagination. C'est pour ça que quand on est traumatisé, quand on a eu des traumatismes, généralement, la mécanique du rêve, de l'échappatoire va être non pas perçue comme un fantasme, mais vraiment comme une nécessité, comme un moyen de plus supporter ces fardeaux que notre corps engendre d'expérience en expérience. La première part que j'arrive à recevoir, en tout cas qui est isolée, c'est le lycée. Donc mon lycée est isolé de ma conscience. Elle est comme préservée parce que pendant cette période-là, j'ai eu des moments de joie. C'est là où je me suis fait le plus d'amis. J'ai compris ce que c'était la notion d'amitié et cette notion d'amitié et de séparation, puisqu'il y a eu aussi quelques conflits entre-temps avec certaines personnes que je croyais, assez authentiques, mais qui m'ont fait un peu des sales coups, vous voyez? Cette expérience a été trop difficilement gérable pour moi, pour m'en souvenir et pour avoir de bonnes émotions, de bonnes sensations. Donc cette nostalgie, je l'ai comme refusée, je l'ai mise de côté. Mais je sais qu'elle existe dans mon monde intérieur et ça, c'est ma vie. Ma vie non pas en tant que moi, mais en tant que personne qui a vécu et qui existe toujours dans mon monde intérieur. Et c'est pour ça que je communique avec mon adolescent intérieur. L'adolescent intérieur, tout comme l'enfant intérieur. Bon, certes, je vais pas vous cacher, un peu plus rebelle et un peu je m'en foutiste, parce que je le suis déjà, mais je pense que mon adolescent est encore pire que moi, puisqu'il a des blessures de rejet, d'abandon, il a peur de se sentir différent, mais il l'est en fait par essence. Et cet adolescent va continuer à vivre sa vie, et ça je le sais parce que j'ai des indices. Quand je dors, la plupart de mes rêves tournent autour du lycée, et je me revois dans ma peau d'adolescent avec ce caractère que j'avais un peu plus taciturne, un peu plus renfermé, méfiant, même si je le suis actuellement, mais un peu moins avec un travail un peu plus personnel, puisque là, je me retrouve vraiment dans ce cocon rassurant et je peux expressément, en tout cas, cerner mon esprit créatif, donc je me sens beaucoup plus serein. Mais quand j'étais ado, c'était un peu plus compliqué. Et dans ces rêves, je fais plus l'indistinction entre cette vie-là et ma vie actuellement, parce que dans cette vie, incarné sur, cette terre, hein. Je fais pas référence à d'autres vies antérieures. Dans cette vie-ci, je n'ai plus
d'amis, je n'ai plus de relations, je suis totalement détaché de ces personnes avec qui j'ai lié des amitiés. Mais dans mes rêves, c'est comme si, d'une certaine manière, je continuais à prolonger ces liens. Là, je ne sais pas, quelles sont les significations de ce rêve, mais je sais que ça appartient à une partie de moi qui, malgré le fait que je me l'avoue pas, a encore besoin en tout cas d'appartenir à un groupe, à une communauté, une institution scolaire ou quoi que ce soit. Et même par rapport aux professeurs, c'est exactement la même chose. Les professeurs sont très récurrents. Tout ce qui est magasin, lieu public, je pense que c'est un sujet assez primordial dans mes rêves. Ce que je tenais à préciser, c'est que les rêves, pour moi, sont les meilleurs indices et permettent de déconstruire totalement les fragments de vie. Puisque en tout cas l'inconscient par essence, ne fait pas ces distinctions entre des états modifiés de conscience. Donc c'est comme si l'inconscient, lui, était la porte ouverte sur tous les chemins possibles de notre cerveau, de notre esprit. Le second fragment, en tout cas le deuxième, pardon, fragment de ma vie que je peux isoler, ça va être tout ce qui va être tourné autour du dessin, de la fibre créative. Là, je pense que je le surprotège un peu trop. C'est-à-dire que personne, même des proches de ma famille, même que j'affectionne, que ce soit même mes amis, j'ai énormément du mal à me confesser sur ce qui me passionne parce que pour moi, quelqu'un qui commence à s'approcher de trop près, ça va anéantir ce monde intérieur qui est régi par l'imaginaire, la créativité, l'absolutisme, voire un peu ce côté gothique de je suis un artiste et donc il faut que j'exprime ma créativité sans que personne me dérange. Pour moi, c'est dans cette optique-là. Et en tout cas, je constate que lorsque je suis focus dans cet état modifié de conscience, j'ai pas ces affects négatifs de la réalité qui, tôt ou tard, forcément, me rattrapent. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous? Je suis en train vraiment d'être dans un déni d'incarnation. Mais quand je suis dans ces activités-là, plus rien ne m'importe, si ce n'est de servir la source. Et j'aime beaucoup l'expression être piloté par la source parce que pour moi, c'est véritablement vrai. Quand je suis en train de dessiner, je reçois des canalisations directement de l'univers. Je n'ai plus la notion de ma personnalité, de mon identité, mais je me conçois vraiment comme une entité qui peut être à côté de son corps et qui n'a pas forcément la nécessité de vivre certaines sensations et certaines épreuves. Tout est question d'habitude. Au début, quand j'ai commencé à faire du dessin, j'avais ce stress, cette anxiété, mais au fur et à mesure, quand je me suis mis à l'aise, quand j'ai découvert, certains matériaux, en tout cas, ça s'est vu de manière naturelle. Tout est fait pour me faire prendre conscience de mon plein potentiel. Ce que je pourrais rajouter d'ailleurs, c'est que en tout cas, ce fragment de vie est régi par l'enfant intérieur. Là, l'enfant intérieur a beaucoup, beaucoup de choses à dire, par l'extériorisation, par le fait des fois de me sentir un peu comme un enfant, et je pense que c'est véritablement ce qui est en train de m'arriver. Quand je suis dans le dessin, ce n'est pas moi en tant que personne qui a 21 ans, mais comme une personne dont l'âge est assez abstraite. C'est la légèreté et la désincarnation qui me parlent le plus quand je suis dans cet état-là. L'autre fragment, beaucoup plus compliqué à déceler, j'ai mis du temps avant de le conscientiser, ça a été la prépa. La prépa, c'est une vie qui est moins, je pense, aboutie parce que ça n'a duré qu'1 an forcément comparé au lycée où j'ai vraiment eu beaucoup d'impact au niveau de ma personnalité, beaucoup plus de résidus qui restent que la prépa. Mais je tenais quand même à mettre cet événement-là dans des fragments de vie parce que c'est à cette période que j'ai fait une tentative de suicide. Et je pense que, énergétiquement parlant, ça reste, ça ne s'efface pas. Et actuellement, je pense que je ne l'ai pas encore résolu. J'ai essayé d'avoir recours à différentes manières pour essayer de réunifier cette partie dissociée de moi-même qui a voulu mettre fin à sa vie. J'ai écrit, j'ai fait un poème d'adieu, un écrit concernant des professeurs, je me suis excusée auprès de la directrice, mais je pense que d'un côté, je m'en veux toujours et j'essaye de mettre le problème de côté, mais je sais que ça me rattrapera un jour ou l'autre. Dans tous les cas, le karma s'est déjà fait. Il s'est déjà dit: «OK, toi, tu vas voir, tu vas passer un sale quart d'heure». Et j'ai extrêmement bien compris
les, mon erreur en tout cas. Cet événement de vie séquentiel, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai vécu et que c'est mon faux self. C'est lui qui a accès à tous les souvenirs. Moi, j'ai juste des bribes de sensations. Je connais tous les prénoms, des camarades, mais pour autant, c'est comme si j'étais à côté de mon corps et qu'il y avait une autre personne qui parlait à ma place et qui avait exactement les bons mots selon chaque type de personne. Et je pense que ça a plutôt, ça fait référence, à la suradaptation, le fait de se camoufler entièrement, quitte à oublier sa personnalité, et c'est ce qui m'est arrivé. Et surtout pendant le mois de, janvier jusqu'à avril, où j'ai quitté définitivement, la prépa, je vous jure que je me sentais oppressé, comme si quelqu'un me contrôlait littéralement, et au bout d'un moment, je me rendais pas compte de mes instabilités émotionnelles, du fait que j'avais recours à certaines techniques qui étaient très préjudiciables pour moi. Et quand j'essaie en tout cas quand j'étais dans cet état avec le recul, je constate avec effarement que ce n'était pas moi. C'était la part de moi qui était à bout, qui était au bout du rouleau, qui était envahie par la haine, le mépris. Alors ce sentiment, existe toujours, hein, et qui cohabite en moi. J'essaye un peu de les réunifier et d'essayer au possible de les harmoniser, mais pour autant, c'était pas aussi intense qu'en prépa. C'était pas aussi dissociant comme sensation, puisque plus j'avais ces émotions, plus je m'anesthésiais moi-même. Et donc, en anesthésiant tout ça, je me créais une autre vie, une vie que je ne voulais pas, que je voulais rejeter. Et c'est ce sentiment de rejet suite à cette blessure de l'enfance, donc l'enfant originel, l'enfant intérieur qui a subi beaucoup de rejets, qui prend tout ça pour lui. Et qui fait que quand, une fois cette période passée, lorsque je me suis remis un peu de cet état suicidaire, d'ailleurs c'est cette période où j'ai commencé, alors je suis plutôt content donc j'ai commencé à écrire, à créer cette histoire de prince, de valet, qui est le début d'un émoi, qui va bientôt être en cours de publication. Ah, j'ai trop hâte. C'est un mal pour un bien, on va dire. Et d'ailleurs, ce livre fait aussi référence à une autre micro-vie que je me suis créée. Donc vous voyez que toutes ces parcelles d'événements aussi insoutenables, pour moi, c'est pas digérable. Et c'est pour ça que en tout cas, je les qualifie d'autres vies, parce que c'est des vies parallèles où j'ai été, où j'ai été incarné, en tout cas dans la matière, mais j'y étais pas totalement. Donc je peux pas considérer que cette vie-là, elle est représentative de mon état ordinaire. Je me rappelle que j'étais hyper dépréciative vis-à-vis de moi-même, je me comparais aux autres. C'était aussi le moment où j'essayais un peu de plaire aux garçons, surtout, alors dans ma prépa, les spécificités, c'est qu'il y avait 2 établissements à côté. Il y avait le club de théâtre et il y avait l'école de musique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est les garçons de l'école de musique. Et je pense que c'est un réflexe de survie, mais j'ai focalisé mon attention sur des personnes que je ne connais pas, plutôt que sur mon avenir et sur mes projets de professionnalisation. Ce qui fait que j'ai décroché au bout d'un moment, je pense que j'ai saturé, je n'en pouvais plus de ce parcours scolaire assez chaotique et des attentes exigeantes d'un jury qui jugeait tout. Et comme vous avez la blessure de rejet, forcément, ça va vous atteindre au plus haut point. Et arrivé à ce moment-là, je me suis senti minable. Comment ai-je fait pour avoir cette attitude-là de j'essaie de me faire remarquer, mais si quelqu'un me remarque, je le rejette parce que je suis inaccessible. J'avais vraiment ce genre de pensée en tête. Et je me dis, mais waouh, quel comportement de merde, je suis désolé vis-à-vis de moi-même, mais comment je me respecte pas, comment je fais rentrer quelqu'un que je ne connais pas, qui accorde de l'importance pour moi et qui me dit, oui, toi, tu as de la valeur, toi, t'en as pas. Un peu plus récent, ça va être les, périodes que j'ai passées avec mon amie, surtout par message. On s'est vu quelques fois, qui s'appelle Bruna, où j'ai mis un terme en tout cas définitivement à notre relation, et je pourrais même en parler peut-être dans d'autres vidéos en racontant des moments un peu plus joyeux, mais ça aussi, je suis complètement dissocié. Quand j'en parle, je n'ai aucun affect, je n'ai aucune tristesse. Sans doute que je me suis déjà préparé, psychologiquement à me détacher d'elle. J'ai eu des intuitions, la concernant, mais je voulais pas forcément y croire.
Peut-être que c'est aussi mes blessures qui font écho et qui me disent, «Non, toi tu n'auras personne dans ta vie». C'est peut-être le cas, mais je pense qu'il y a une part de vérité là-dessus. Cette expérience passée avec mon amie, elle m'a à la fois permis de voir ce que c'était l'amitié, de partager, certaines passions que j'avais en commun avec elle, dont les BL par exemple, mais ça m'a aussi, disons-le, pas mal dissocié et donc créé une vie parallèle, une vie où j'existe, je continue d'être avec elle, donc dans ce que je peux appeler mon passé à moi, dans mon champ de référencement, dans le monde dans lequel je suis. C'est un peu plus, pas en tout cas compliqué parce que théoriquement parlant, le temps n'existe pas. Donc on peut être à la fois dans le passé, dans le présent, dans le futur. Elle n'est pas, linéaire. C'est comme si vous voyez une boule en 3D. On peut pas dire que dans cette boule en 3D, le présent, il est au milieu, ça n'a aucun sens. Parce que selon les différents points de vue, on pourrait tout aussi dire que c'est le futur qui est au milieu ou le passé. Après, ce n'est que mes croyances. Mais énergétiquement, ou en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été forcément mené à bon terme, parce que cette relation a été mal vécue. Et quand il y a ce goût d'inachevé, l'âme, elle se dit, non, ça va pas se passer comme ça. Je vais dissocier la conscience et je vais lui faire prendre conscience que le présent est une illusion, la séparation est une illusion. Et donc, je vais la faire vivre une expérience où elle est projetée hors de son corps et elle décide de continuer, entre guillemets, la même vie qu'elle avait, mais dans un autre plan, dans une dimension parallèle. Ce que je pourrais appeler, oui, une même vie comme la mienne, par exemple. Ça se trouve que dans ce monde parallèle, je suis vraiment en train de faire cette même vidéo où là vraiment, j'ai des remontées, j'ai un frisson. Je pense que c'est réel, oui. En tout cas, j'en suis sûr que ça existe. Ou peut-être bien que même dans ce que je vis instantanément, dans cette vie parallèle, ça se déroule 1 an avant, lorsque j'étais encore amie avec elle. Donc en tout cas du point de vue de l'âme, toutes ces sommes d'expériences aussi différentes, que ça soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, elles s'intègrent à l'âme. Et comme par définition, moi, en tout cas, je suis une âme, au fond de moi, peut-être un fragment d'âme, puisqu'elle ne s'incarne pas totalement dans sa globalité, forcément, puisqu'elle a un point de vue un peu plus focal sur les différentes incarnations qui se passent, que ce soit des incarnations au niveau de la conscience, que ce soit l'esprit qui s'incarne, et aussi des incarnations un peu plus compliquées. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que je pourrais en parler dans une autre vidéo. Ça va faire que inconsciemment, je vais quand même entretenir ce lien avec elle, malgré le fait que je sois séparé dans cette vie. C'est pour ça que je peux me sentir connecté à elle, que je peux ressentir ce qu'elle ressent. J'ai d'ailleurs fait les frais d'un état émotionnel où j'étais extrêmement bizarre, j'étais préoccupé et j'ai eu un flash d'elle en train de pleurer suite à ma coupure de lien avec elle. Donc je me suis senti un peu coupable, mais je me dis que c'était un mal pour un bien et que si ça devait se faire, ça devait se faire. Mais je me pose la question concernant les mondes parallèles, parce que je suis quelqu'un qui est assez perspicace et qui aime bien creuser sur le sujet. Je me dis, si, s'il y a des milliards de vies parallèles qui sont comme la mienne, exactement trait pour trait, il n'y a pas juste un changement minime, et que dans des autres plans, ou des autres mondes parallèles, qui sais-je, je n'ai pas eu cette rupture avec elle. Pourquoi uniquement dans cette vie je l'ai? Quel est le but de vivre simultanément une même vie, sans aucune différence, mais avec des objectifs différents? C'est ce que je me demande. Mais peut-être que je vois un peu trop loin, peut-être que c'est pas de mon ressort et que ça ne me regarde pas, mais en tout cas, je sais pas, j'ai toujours, cette fascination pour l'âme. Je me dis: «Mais c'est extrêmement, formidable d'être une âme» parce que j'ai pas cette notion de délimitation, de conscience individuelle. En tant qu'âme, j'ai accès vraiment à toutes les consciences collectives, qu'elle est dans son essence. Et même, je me dis, «Waouh, ça doit être, vachement cool de voir toutes ces incarnations, d'être dans tous ces corps successifs». Parce que oui, une âme, elle est ici dans mon corps, mais elle est aussi dans mon corps, dans mes vies antérieures, dans mes vies futures, dans d'autres dimensions. Que ça soit des corps, très, très denses, jusqu'aux corps, éthérés, voire un peu plus, fantomatiques, si je peux appeler ça comme ça. J'y avais pas forcément pensé, mais à vrai dire,
Le fait déjà de se sentir multiple, et je ne parle pas du TDI, je parle vraiment d'une sensation d'être plusieurs, d'où ces blessures de l'âme et de fragmentation de l'âme, et ça va faire que, à une période de ma vie, je me sentais tellement mal que j'avais vraiment besoin d'objectiviser sur ma réalité, sur qui j'étais. Par exemple, certains traits de caractère dont moi je refusais pertinemment d'y avoir accès, je leur donnais des prénoms. Oméga, par exemple, qui est une partie sexuelle. Adam, qui est une partie traumatisée, qui est assez mutique, qui n'a pas forcément envie de sociabiliser, qui me représente un peu, hein, à vrai dire. Joy, la joie. Ciel, euh, l'ange incarné spirituel. C'est vraiment cette partie de moi, je pourrais l'appeler le surmoi, qui est très très optimiste, qui a envie de changer, qui est très compatissant. Cette partie de vidéo risque d'être difficile, mais je tenais à y faire mon expérience personnelle. Je pense que je suis une personnalité évitante, ou en tout cas à minima qui a ce style d'attachement évitant. Et lorsqu'on évite certaines situations, on peut se désamalgamer complètement de son corps et donc créer une autre réalité qui est beaucoup moins perceptible par les autres. Et c'est pour ça qu'on aura ce décalage via ce détachement de se dire finalement c'est pas grave. Parce que le déni de soi va faire que ces situations qui peuvent être considérées comme dangereuses et alerter totalement notre système interne va être immunisé par le fait de se sentir hors de son corps et d'être protégé. En tout cas, ça va constituer un mirage qui à long terme est hyper néfaste vis-à-vis de nous et ça fait perdre énormément de relations parce qu'on va pas se sentir connecté vis-à-vis des autres, on va ressentir limite une insécurité, un besoin de se retrouver seul pour se recharger énergétiquement. Pour les personnes évitantes, les conduites dissociantes vont faire que les vies qu'on va avoir, qui vont être multiples au sein de notre intériorité, d'où ces fragmentations de l'âme, elles vont non pas seulement nous permettre de fonctionner à peu près de manière normale, puisqu'il y a une régulation du système nerveux qui se fait lorsqu'on est en mode défensive, lorsqu'on se dissocie, mais elle va également camoufler tous ces symptômes qui peuvent nous entraver sans ce mode dissociatif que l'on a installé depuis l'enfance. Moi, j'ai une perte de mémoire due à la dissociation, mais quand je ne suis pas dans mon corps, je peux être littéralement un zombie, quelqu'un qui va rester cloîtré, qui va rêvasser, qui va même pas se rendre compte du temps, parce que la notion de temps, quand on n'est pas dans son corps, ça nous paraît normal. Et la prise de conscience, je pense, elle est encore plus dure lorsqu'on est dans ces états-là, parce que généralement, on va être camouflé. C'est comme si on jouait un rôle et que même nous-mêmes, on ne le savait pas. J'espère que cette approche vous aura permis un peu plus de conscientiser le fait de comment vivre lorsqu'on est fragmenté, lorsqu'on se sent plusieurs à l'intérieur de son corps, parce que en tout cas les expériences n'ont pas été forcément intégrées par l'esprit, et comme mécanisme de défense, on met des barreaux à chaque expérience. D'un point de vue de l'évitant, le style d'attachement est plus apparenté à quelque chose de séquentiel qu'à un point de vue focal. Je vais m'expliquer. Pour un évitant, lorsqu'il rencontre des personnes, des amis, il ne va pas les prendre en compte comme des besoins fondamentaux et vitaux, puisque depuis toujours il les a rejetés. Pour lui, être une personne, en tout cas dite avec un attachement sécure, c'est ce qu'il peut prétendre, puisqu'il vit dans le déni de soi et dans le déni de ses émotions via la dissociation, c'est qu'il va voir des personnes qui vont être attachées comme des gens vulnérables qui n'ont aucune ressource disponible. Sauf que pour l'évitant, il n'a jamais appris à avoir ce bagage émotionnel, cet outil qui lui permet déjà d'entrer dans son introspection. Et j'ai d'ailleurs un témoignage personnel par rapport à moi-même. Lorsque j'ai parfois des phases de dissociation où je me sens hyper détaché, dans ces moments-là, j'ai pas forcément accès à mon empathie vis-à-vis des autres, hein. Mais pour autant, j'ai cette capacité d'analyser le langage verbal, d'analyser les non-dits, comme je peux le prétendre. Et j'ai aussi cette faculté à déceler des émotions, mais tellement dans la précision que j'en oublie même ma propre expérience en tant qu'individu. C'est-à-dire que sans cesse, je me projette dans l'esprit de l'autre. Ce qui fait que, en fait, plus la dissociation s'accentue et plus je vais me sentir désarçonné.
et pas du tout en pleine possession de mon corps. Et ce qui va faire que lorsqu'on va être dans cet évitement, le mécanisme, disons de séparation va avoir vraiment cette sensation, en tout cas de se représenter plusieurs vies, d'avoir des concepts qui vont être tellement séparés qu'on va presque se demander: «Mais qu'est-ce qu'on fout là?» parce qu'on aura cette sensation, limite de ne plus exister ou d'exister à travers des modes séquentiels qui ne nous appartiennent pas. Des champs de conscience qui sont à la fois très limités, très fragmentés, qui sont reliés à certaines émotions, qu'on ne peut pas exprimer par exemple. C'est le cas de l'enfant intérieur ou de l'adolescent intérieur selon vos modes, bien sûr de pensée et par rapport au traumatisme, via l'âge que vous avez expérimenté. Et ces âges vont être enfermés dans un socle qui vont pas du tout appartenir à la raison, à votre capacité d'analyse, mais plus à un champ émotionnel que vous n'arriverez pas à supporter. Et en tout cas ce poids va faire que vous allez, non pas être dans le déni de qui vous étiez dans le passé ou de la personne, qui montrait ses émotions lorsqu'il était enfant, mais plutôt vous allez le prendre comme si c'était un individu à part, comme si cet enfant n'était pas vous. Parce qu'en soi, ce n'est pas vous qui avez vécu l'expérience, c'est votre faux self. Une capacité, que vous avez mis en place, une sorte d'adaptation, si je pourrais dire comme ça. Et je le verrais aussi comme une arme, à la fois pour vous et contre vous. C'est-à-dire que lorsque vous le manipulez fréquemment, vous allez avoir un effet dissociant qui va faire que, bah, malgré le fait que vous vous sentiez fort à l'intérieur, que vous pouvez vous détacher facilement des expériences, et ça je trouve que c'est hyper bénéfique, mais le revers de la médaille va faire que vous n'allez pas trouver l'amour, vous allez avoir du mal à vous engager dans des relations et surtout, lorsqu'il y a des conflits, vous n'allez pas mettre votre énergie dedans parce que pour vous, ça vous en tout cas, c'est insupportable à gérer et je peux comprendre parce que même moi, je l'ai eu, ce genre de situation. Lorsque je devais me confronter à quelqu'un pour lui donner des explications, la première chose que j'ai fait, c'est fuir. Je l'ai bloqué définitivement de ma vie parce que sur le moment donné, j'avais pas toutes les ressources disponibles pour avoir cette capacité mentale et en même temps émotionnelle de recul. Comme on a été conditionné à fonctionner dans un mode défensif plutôt qu'à faire confiance à autrui, puisqu'on part du principe que personne ne s'occupe de nos besoins, donc c'est à nous de le faire nous-mêmes, et par la même occasion, on rejette totalement les attentes et les émotions des autres. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'en rigole, hein, mais généralement les personnes évitantes, malgré le fait qu'elles se disent indépendantes, seules, en plein, de confiance, elles vont être attirées par des personnes anxieuses parce que les dynamiques qu'elles vont rechercher, ça va être l'attachement, malgré leur, mécanisme, entre guillemets, de détaché. Pour moi, le détachement n'existe pas parce que si on est complètement détaché, je pense qu'on n'aurait aucun intérêt à trouver l'amour, on n'aurait aucun intérêt à sociabiliser et là, ça dépasserait vraiment les mécanismes naturels de l'humain puisque, en fait, l'humain est un animal social et je dirais que c'est une faculté qui lui est innée, qui lui est propre et c'est commun à tout individu. Mais l'expérience, bah, construite va un peu sceller ce besoin primaire pour le mettre dans comme une poubelle où vraiment le mécanisme qui va être enclenché d'abord, ça va être, déjà le corps, l'esprit. Donc de ne pas porter atteinte à ses besoins fondamentaux, d'où l'hypervigilance, d'où les mécanismes de défense et c'est pour ça que les besoins ne sont pas pris en compte parce que le plus urgent, c'est de sauver le corps et l'esprit. Et lorsqu'on est dans ces situations-là, on peut avoir vraiment le sentiment de s'effondrer intérieurement. Les ressources psychiques, nous sont impossibles d'accès justement parce qu'on n'a pas cette capacité à se réguler. C'est comme si dans notre monde intérieur, on n'avait pas grandi, on est encore des enfants à l'intérieur de nous. Et je fais pas l'amalgame avec le fait, de se sentir enfant, ça n'a rien à voir, c'est juste que notre développement émotionnel s'est arrêté à l'âge de nos traumatismes. On n'a pas pu continuer à avoir, je dirais des ressources, bienveillantes qui nous permettraient de repentir et d'avoir confiance en la vie. Non, nous, ça a été le contraire. On a, disons-le, le peu d'énergie qu'on a, parce qu'une personne évitante, elle est vite, surchargée par, tout ce qui l'entoure et surtout des énergies, pas très, saines pour lui ou pour elle.
on l'a concentré dans notre survie, puisque c'est la seule chose qui compte pour nous. Quand un enfant est traumatisé, qu'il a peur de ses parents, qui a subi de la négligence émotionnelle, voire de la maltraitance ou d'autres traumatismes un peu plus sévères, même si pour moi les traumatismes de base n'ont pas forcément à être catégorisés, mais forcément il y aura une jauge d'intensité. Et plus il y a de traumatismes répétés, plus ce mécanisme va s'intégrer à la personnalité. C'est pour ça que ça sera beaucoup compliqué pour une personne évitante de se remettre en question parce que pour elle, son mode de fonctionnement est totalement normal. C'est comme si on lui disait, mais pourquoi tu te défends en fait? Pourquoi tu es tout le temps dans la protection? Mais parce que la protection, c'est ce qui lui permet de vivre. Sans cette protection, je vous assure, ça devient une coquille vide. Pas vide dans le sens où il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'humanité, c'est juste qu'à l'intérieur, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui est mobilisé. Parce que la personne, en réalité, n'a jamais été elle-même. Elle a toujours été dans ce masque d'évitement, dans ce masque d'insensibilité, en tout cas de laisser paraître, puisque pour moi, l'insensibilité cache une sensibilité généralement qui est très peu contrôlée. Et souvent, les personnes évitantes, après un long travail, deviennent des personnes hypersensibles. Parce que la problématique, pour eux, c'est, avant tout de gérer leur hypersensibilité, leur côté émotionnel qui est parfois un peu trop envahissant et ce que je peux constater, pour ma part, c'est cette oscillation, pardon, j'ai du mal, hein, à m'exprimer aujourd'hui, entre un état amorphe où je ne ressens rien du tout, je suis coupé, de tout lien avec moi-même et je me sens extérieur à mon corps, donc ça, c'est la dissociation. Mais la dissociation peut très bien se faire par le processus inverse, c'est-à-dire être inondé par ses émotions, être incapable de se gérer, se morfondre, être dans des états extrêmes, border. Et c'est pour ça que, en tout cas, les personnes diagnostiquées borderline ont quand même ces similitudes avec la personnalité évitante, parce qu'elles ont cette dissociation qui est mise en place, d'où le fait qu'elles peuvent, en tout cas vu de l'extérieur, être interprétées comme des personnes lunatiques changeantes d'humeur, mais parce que quand la dissociation n'est plus là, ces personnes, elles redeviennent entre guillemets elles-mêmes et elles peuvent un peu plus acter dans la matière. C'est pour ça que leur énergie prenne un tout nouveau sens. Mais lorsqu'elles commencent à avoir des triggers, ce que j'appelle des déclencheurs liés au traumatisme, des sensations, des émotions qui leur parviennent dans l'esprit, dans le cœur, elles vont se réactiver dans ce mode. Et ce que je peux constater en tout cas avec moi, c'est que dans une journée, je peux très bien passer par la colère, la frustration et ensuite la joie extrême sans avoir de transition parce que mon modèle est basé à la fois sur l'instabilité, l'imprévisibilité, parce que pendant mon enfance, en fait, j'ai appris comme ça à gérer les choses, et aussi l'évitement. L'évitement de mes peurs, je ne ressens strictement pas la peur. En tout cas, du moins, ma connaissance, il y a certaines choses qui me font peur, mais c'est très limité. Ça a à voir plutôt avec, les fantômes, les esprits, la peur de l'inconnu, la peur de se noyer, mais à part ça, je n'ai pas peur de grand-chose. Donc cette peur, je l'ai camouflée, je l'ai mis sous sellette, quelque part dans mon esprit et donc je me suis dissocié volontairement de cette émotion-là pour, gérer ma vie quotidienne et faire en sorte que je me sente entre guillemets «invincible». Sauf que ce n'est pas ça. C'est pareil pour la colère. La colère, c'est une émotion que j'accepte, mais toutefois je sais qu'elle peut me déranger et à partir de ce moment-là, je ne suis plus en possession de mon corps. C'est vraiment cette émotion qui me guide et qui me fait dire des choses parfois que je regrette et forcément que je vais culpabiliser par la suite parce que je ne saurais pas le gérer à bon escient. Une personne évitante, tout comme une personne anxieuse par exemple, n'ont pas cette faculté à stabiliser leurs émotions, à être à la fois dans ce côté émotionnel et au même temps dans ce côté analytique, donc cerveau gauche, cerveau droit. Eux, ils vont être soit dans le cerveau gauche, soit dans le cerveau droit. Ils vont pas avoir cet équilibre-là qui va faire que ils vont raisonner de manière juste selon la situation. Et c'est pour ça que quand un évitant, par exemple, va nexter une personne, le bloquer, il va pas réfléchir de manière rationnelle, il va le faire selon ses impulsions, ses ressentis. C'est ce qui va primer pour un évitant. À partir du moment où il se sent mal, il va se dire que ce qui lui fait mal, il faut le rejeter et donc que ça valide ses émotions. Alors que c'est totalement faux
et que, pour moi, la première chose qui doit, avant tout nous alerter, c'est pas forcément nos sensations parce que ça part de l'ego, ça part du faux self et le faux self, c'est un faux soi, donc il nous dirige et je trouve qu'il faut pas faire confiance, en tout cas, à toutes nos peurs parce que malheureusement, c'est ce qui peuvent, en tout cas, nous dicter, certains comportements qu'on regrette par la suite et qui, sur le long terme, sont pas nécessaires à faire. Et c'est pareil pour l'anxieux qui va essayer de s'accaparer la personne, qui va vouloir être dans le contrôle permanent de ce qu'elle fait par peur d'être abandonnée. Cette conception abandonnique part aussi de traumatisme. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le modèle de l'évitant, comme le modèle de l'anxieux préoccupé, ou encore, là c'est encore un peu plus compliqué comme mode de fonctionnement, mais ça va être l'ambivalence de l'évitement et du côté anxieux qui va créer une personne désorganisée. Je pense que je le suis, mais que je suis plus du côté évitant que anxieux. Parce que je pense que pendant mon enfance, j'ai déjà intégré ce premier modèle d'évitant. Comme ça n'a pas marché, j'ai intégré le second modèle qui est venu camoufler ce que je suis de base, qui n'est pas du tout moi, hein, forcément, parce que mon âme, elle, n'est pas évitante. Une âme, par définition, c'est une boule de lumière qui rayonne, qui a confiance en la vie. Mais la construction de l'ego et de la personnalité va faire que je vais avoir toutes ces couches amalgamées en moi et donc autant vous dire que c'est un travail très très long et qu'il faut juste être patient et avoir de la compassion envers soi-même, ce qui peut être très dur lorsqu'on a subi des traumatismes et subi aussi cette fragmentation de la psyché, de la conscience, qui va faire qu'on va avoir des états alternatifs de conscience, pas forcément consciente de l'état de l'autre. Par exemple, moi je suis conscient que je peux être vraiment dans des excès de folie lorsque j'ai des tendances suicidaires, mais lorsque je suis en état de joie, je rejette cette tristesse, ce malheur parce que dans cet état-là, je me sens invincible et vice-versa. Quand je suis dans la tristesse, je n'arrive pas à me rappeler des moments où j'ai été inondé de joie, je me sentais léger, comme si ces états étaient scellés et qu'ils avaient leurs propres souvenirs, leur propre manière d'exister. Et la mission, avant tout, c'est de réunifier tout ça parce que chaque émotion a quelque chose à nous donner, à nous transmettre. Une émotion, elle n'est jamais là pour nous freiner, malgré certaines croyances limitantes. Par exemple, le perfectionnement, c'est aussi une émotion due à cette volonté de mieux faire, de paraître apte à gérer les situations par rapport aux autres. Et souvent, c'était dû à des attentes de la part de la famille. Au contraire, la procrastination, c'est une dévalorisation de soi. C'est assez compliqué. Je vous le conçois, surtout que l'on soit évitant, que l'on soit anxieux, que l'on soit désorganisé. Le plus beau des cadeaux qu'on peut se faire à soi-même, c'est de relativiser, de travailler sur soi et de ne pas être, en tout cas, le pantin, comme je peux appeler ça comme ça, le pantin de ses émotions. En soi, je pars du principe que tout être humain vit plusieurs vies simultanément dans sa vie en tant que telle. Parce que lorsqu'on est au travail, on va adopter une posture qui n'est pas du tout la même à la maison, via le masking forcément et le fait de porter un masque social. Mais je tenais avant tout à catégoriser deux types de Lévi. Il y a Lévi qu'on vit de manière consciente et les vies inconscientes. Les vies inconscientes vont s'apparenter à la dissociation et au trouble, tout ce qui est pathologique. Donc là, ça demande un travail supplémentaire. Et les vies dites saines, c'est-à-dire les vies qu'on peut avoir au lycée, au travail, avec un ami, avec un amoureux, parce que la sphère romantique n'a rien à voir avec la sphère du travail, où généralement on est un peu plus contenu, notre langage est beaucoup plus soutenu que envers la famille, où là on va vraiment se détendre, évidemment selon les personnes et selon les caractères, puisque c'est à partir de là que ça va commencer à se corser. Mais les vies psychiques, elles, pour moi, demeurent beaucoup plus mystérieuses et nécessitent, je pense, un travail approfondi. Parce que ce ne sont pas des vies physiques, mais des vies mentales. Et des vies qui vont être triées selon les émotions, selon le vécu de chacun. C'est pour ça que selon aussi le type de personne, on peut avoir plusieurs fragmentations dans cette conscience-là, où par exemple le souvenir du garçon de 8 ans va être dans cette vie,
où en quelque sorte, cet esprit dissocié va continuer de vivre sa vie dans un espace-temps autre, alors que l'individu, lui, continue à grandir. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est ce rapport au temps, qui, pour moi, n'est pas du tout, élaboré, et je pense que c'est à cause, notamment des domaines scientifiques, du progrès technique, qui fait qu'on est moins apte, en tout cas à capter la spiritualité et à dire que oui, la spiritualité, c'est autant légitime que la psychologie, mais malheureusement, la psychologie, comme ce sont des faits démontrés par la science et que l'être humain est conditionné à croire que A plus B égale C, donc j'ai la preuve que A plus B, c'est le résultat escompté, mais ça marche pas comme ça pour moi. Je pars du principe que la foi est encore plus surprenante que la logique et qu'elle décèle beaucoup plus de vérité qu'on ne le pense. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, c'était intense, hein. Ça m'a pris 3 jours pour terminer cette vidéo. Entre temps, je l'ai coupée et j'essaie en tout cas d'étayer mon argumentation au maximum. Donc j'espère que ça vous aura plu un minimum, et voilà. Je vous souhaite une bonne journée et j'attends les résultats sur Parcoursup.